Bonjour à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Désormais, tous les après-midi de la semaine sur Arte, nous allons vous proposer 3 voyages chaque jour. L'un aux sources de l'inspiration d'un artiste, l'autre dans un lieu façonné par le génie humain et enfin une rencontre inédite. Un vrai flash de beauté et de dépaysement avec des guides exceptionnels. Cet après-midi, ainsi, nous allons nous rendre ensemble au Mexique, précisément au cœur du berceau de la civilisation zapotèque. Là-bas, les femmes sont fortes, elles inspirent le respect, et c'est avec les yeux et le pinceau d'une femme passionnée justement qu'on va visiter cette région haute en couleurs, puisqu'on va y aller avec la peintre Frida Kahlo, elle qui revendiquera ses racines indigènes et sa terre natale tout au long de son œuvre. Ensuite, on reviendra en Europe, en Bavière, avec Jakob Fugger, un banquier milliardaire qui, au XVIe siècle, fut à l'origine des premiers logements sociaux au monde. Ces HLM de la Renaissance existent toujours et ils sont toujours habités. Quand je rentre le soir, que ces murs m'entourent, je me sens en sécurité, protégé. Je sens que je fais partie d'une histoire vieille de 5 siècles. Enfin, notre troisième guide s'appelle Thierry. Lui, il va nous inviter dans son petit coin de paradis, une véritable bouffée de chlorophylle à 2 heures seulement du stress new-yorkais. Mais avant cela, on s'envole pour le Mexique. Un Mexique aux couleurs éclatantes, celui des croyances ancestrales où les femmes tiennent une place primordiale. Pas étonnant que ce Mexique ait touché au plus profond d'elle-même l'une des plus grandes artistes du pays, une icône, même Frida Kahlo. Ce Mexique, elle l'a aimé et elle l'a peint dans ce qu'il a de plus authentique. Le Mexique n'a pas changé. C'est un désordre de tous les diables. Il ne lui reste que l'immense beauté de la terre et des Indiens. Le Mexique a tout donné à Frida Kahlo et l'artiste lui a rendu au centuple. Sa peinture flamboyante, colorée, douloureuse, est un chant à ce que le pays a de plus authentique. Ses hommes et ses femmes fortes. Son histoire intime et celle du Mexique vont s'entremêler et se répondre jusqu'à sa mort en 1954. Frida. Ce n'est pourtant pas très mexicain comme prénom. Frida est en réalité un prénom germanique. Si la célèbre peintre Frida Kahlo le porte, c'est qu'elle est née au début du XXe siècle d'un père allemand. Seule sa mère est mexicaine. Et c'est cette ascendance maternelle qu'elle décide d'épouser. Nous sommes dans le quartier de Xochimilco, dans la ville de Mexico. C'est ici que Frida aimait se promener. C'est ici qu'elle venait se ressourcer, dans les couleurs chatoyantes de ses canaux. Le Mexique de Frida, dans ses tableaux, est un Mexique plein de couleurs, d'art et d'artisanat. Même si Frida a beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis et en France, ça ne se retrouve pas dans sa peinture. Sa peinture ne reflète que le Mexique. Les 2 choses qui ont inspiré Frida ici au Mexique, ce sont le monde indigène et la couleur. Juan Coronel Rivera est le petit-fils de l'homme qui a partagé la vie de Frida, le grand peintre Diego Rivera. Pour Juan, Frida est résolument, viscéralement mexicaine. Et mexicaine, pour Frida, ça veut dire indigène. Pratiquement tous les Mexicains ont dans leur sang un tiers d'Indiens, un tiers qui vient d'Océanie et un tiers de Noirs. Tel est le cocktail de presque tous les Mexicains. Et Frida, elle, a ce père photographe européen.
Mais ce qui attire son attention, c'est la culture de sa mère, qui vient du Oaxacan. Et c'est comme ça qu'elle fonde sa vision. Au sud de la capitale mexicaine se trouve le quartier de Coyoacán. Un quartier où naquit et mourut Frida. Un quartier qui fut surtout l'ancienne capitale des Tépanèques, une tribu précolombienne. Quand on voit un tableau de Frida, on sait d'emblée qu'on est au Mexique. Précisément parce qu'elle montre ce que personne ne voulait montrer. Des indigènes, des ouvriers, des paysans. Pour la première fois dans l'histoire de l'art, on montre le paysan, l'ouvrier et l'indigène. Le peintre et l'œuvre se confondent. À une époque où il est bien vu de s'habiller à l'occidental, Frida choisit la tenue indigène. Un choix esthétique, mais pas seulement. S'habiller en indigène est un positionnement politique qui va à l'encontre de tous les modèles de la classe supérieure. Ce n'étaient pas des déguisements, elle s'habillait exactement comme le font les indigènes. Une tenue qui lui permet aussi de cacher une infirmité. Atteinte d'une poliomyélite à 6 ans, elle est victime d'un tragique accident de bus 12 ans plus tard. Une barre de métal lui traverse le corps au niveau de l'abdomen. Une de ses jambes devra être amputée. Il existe toujours des liens entre sa santé, sa maladie et sa peinture. Sans l'accident, sans la maladie, la peinture de Frida ne serait pas la même. Elle s'est servie de son art pour exorciser la partie la plus douloureuse, la plus triste de sa vie. Pour comprendre sa démarche artistique de femme engagée, il faut se rendre à 700 km de Mexico, dans les confins de l'État de Oaxaca, dans l'isthme de Tehuantepec, à Juchitán. Frida s'inspire des femmes de la région et elle décide de s'habiller comme elle tout le temps, dans sa vie quotidienne, dans ses sorties, dans la journée, même pour peindre. Après son accident, elle réalise des autoportraits dans lesquels, la plupart du temps, elle porte le costume traditionnel. S'habiller comme les femmes de Juchitán est lourd de sens. Cette ville indigène est le berceau de la civilisation zapotèque, vieille de plus de 2000 ans. Avec ses 75 000 habitants, elle est une des rares sociétés matriarcales au monde. Les chefs de famille sont les femmes. Des femmes qui lèguent leur nom à leurs enfants, au même titre que les hommes. Nous, les femmes, nous sommes très visibles. Nous participons à tout. Et c'est aussi nous qui gérons l'argent. Parfois même l'argent des hommes. Nous sommes très organisés. Et c'est nous qui touchons les salaires. Car nous, les femmes, nous savons gérer l'argent. Moi, ce que je vois, c'est une femme indépendante économiquement, qui a besoin de personne et qui sait vivre selon ses désirs. En cela, nous sommes différents des autres peuples indigènes. Dans notre ville, nous sommes très féministes. La remarquable solidarité des femmes est une des bases de cette société unique. Elle se manifeste aussi envers les muches, des homosexuels zapotèques travestis. Un phénomène unique, propre à Juchitán. Les mouches sont très visibles, car elles bénéficient de la solidarité des femmes. Parce que les mères soutiennent leurs enfants. Elles les accompagnent dans toutes leurs activités tout au long de leur vie. C'est pour cela qu'elles se montrent librement, car elles sont parfaitement acceptées. C'est unique au Mexique. Rares sont les sociétés qui offrent une telle place aux travestis. Comme beaucoup de muches,
Felina tient un salon de coiffure. Ici, nous pouvons nous sentir libres. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Il y a un véritable esprit de tolérance. Nous, les Muches, faisons partie de la culture et nous sommes totalement intégrés dans cette société. Grâce au soutien des femmes, le quotidien est moins difficile. Les Muches font écho à la propre sexualité de Frida, qui aimait aussi se travestir, s'habiller en homme. Certains de ces tableaux sont troublants d'ambiguïté sexuelle. Frida était une grande féministe. On peut le constater dans ses façons de faire, ses relations amoureuses, dans la liberté qu'elle avait pour créer, s'habiller. Elle s'est toujours entourée d'artistes. Frida était loin d'être une femme ordinaire. C'était une femme très libre, très libérée. Elle avait des relations amoureuses avec des femmes et des hommes. Je pense qu'elle a vu dans la femme de cette région une femme forte et travailleuse. Une femme qui va où elle veut, dans les rues, les marchés. Et qui n'aimerait pas être comme une femme d'ici? Le vêtement de l'isthme de Tehuantepec est un symbole tel que Frida l'utilise parfois seule, comme objet principal du tableau. Dans le tableau, ma robe est suspendue là-bas. Il y a de toute évidence une influence mexicaine. La robe même est le Mexique. Au moment où elle peint cette toile, elle vit aux États-Unis, mais elle en est malheureuse. Elle lutte pour que Diego Rivera la ramène au Mexique. La robe est bien là, mais elle n'y est plus. Diego Rivera, l'amour de toute une vie. L'amour pour un peintre, tout ce qu'il y a de plus mexicain. Un peintre fasciné et façonné par la culture préhispanique de son pays. Jusque dans ses amours, Frida épouse le Mexique. Dans le quartier de San Ángel, dans la ville de Mexico, ces deux maisons-ateliers, reliées par une passerelle, abriteront leur passion. Elle pouvait comparer sa peinture avec celle de Diego, mais elle était aussi influencée par sa façon d'être. C'était un couple de chocs, fait de conflits, d'amour, d'abandon, de lutte, toujours dans le drame. C'était tout ça, Frida et Diego. Les infidélités de Diego étaient la cause de toutes les tempêtes du couple. Alors, quand elle évoque la souffrance causée par ce mari-volage, Frida puise dans les symboles de son pays. Il y a beaucoup de messages cachés dans ces autoportraits. Je pense notamment à ce tableau sur lequel elle porte un colibri autour de son cou. Ces colibris se vendent sur les marchés. Il se dit que si vous les portez sur vous, l'amant qui s'éloigne va revenir. C'est typiquement mexicain. Frida Kahlo est aujourd'hui une icône, l'héroïne éternelle de son pays et des amours qui déchirent le cœur et le corps. Une immense artiste qui a su transfigurer ses tragédies pour les offrir à son peuple. Vous avez compris, si vous croisez une jeune femme qui porte un colibri autour du cou, c'est qu'elle a malheureusement le cœur brisé. Il y a une autre femme forte qui fait partie de la culture mexicaine, c'est la Malinche. C'est l'encadrée de Thomas Chevino. Elle est la femme la plus populaire du Mexique. Détestée et adulée, victime et coupable, traîtresse et héroïne nationale. La Malinche, les Espagnols l'appellent Doña Marina. Elle serait née ici, dans l'isthme de Tehuantepec. En langue aztèque, ça signifie « colline du jaguar ». Fille d'un noble, selon les historiens, elle reçoit une solide éducation, parle le nahuatl et le maya. À la mort de son père, elle devient esclave. Et c'est à ce moment qu'elle fait une rencontre déterminante, celle du conquistador Hernán Cortés. Au début du XVIe siècle, Cortés enchaîne les victoires. Dans son trésor de guerre, de l'or, des pierres précieuses et la Malinche. C'est bien pratique, une Malinche.
Ça parle plusieurs langues, ça peut faire interprète. Elle assure donc la traduction entre l'empereur Moctezuma et les Espagnols. Cortés écrit « Après Dieu, nous devons la conquête de la Nouvelle-Espagne à Doña Marina. » Waouh! Pour les uns, en travaillant avec les envahisseurs, elle trahit son peuple. Pour les autres, elle en sauve une partie. La figure de la Malinche fait encore aujourd'hui débat. D'autant que l'histoire ne s'arrête pas là. Entre elle et Cortés, c'est, comment dire, un peu olé olé. Et ce qui devait arriver arriva, le petit Martin, né en 1521, premier enfant de sang mêlé, espagnol et amérindien. Ensuite, tout devient plus flou. Cortés part vers d'autres aventures, la Malinche disparaît, et personne aujourd'hui ne peut dire ce qu'elle est devenue. Restent ces artistes qui contribuent à entretenir le mythe, à commencer par le mari de Frida Kahlo, Diego Rivera, qui a peint une fresque gigantesque. Il y raconte toute l'histoire du Mexique à partir de l'invasion espagnole, une histoire dans laquelle on retrouve évidemment la figure de la Malinche. Dans un instant, tant qu'il n'y a pas de mur encore entre le Mexique et les États-Unis, on va se rendre au cœur des paysages vallonnés des Catskills, à 2 heures de New York. Si vous avez en ce moment des envies d'air pur et d'évasion sous les sous-bois, franchement, c'est le moment de rester avec nous. Mais avant d'aller faire un feu de camp avec Thierry, qui va être notre guide là-bas, je vous propose de visiter ensemble un endroit incroyable qui existe depuis près de 500 ans mais qui reste totalement moderne. Ce sont en fait les premiers HLM de l'histoire. Et c'est un milliardaire, l'homme le plus riche de son époque, qui en est à l'origine. Jakob Fugger, au XVIe siècle, a créé en effet ce qu'on appelle la Fuggerei. C'est à Augsbourg, en Allemagne, et je rappelle donc qu'on est seulement au temps de la Renaissance. Nous sommes au cœur de la Bavière, non loin de Munich, à Augsbourg. Des palais, des églises, un hôtel de ville baroque. C'est la Bavière opulente, catholique. Durant la Renaissance, Augsbourg était l'un des plus gros carrefours commerciaux d'Europe. Et elle n'a rien perdu de son faste. Et le symbole de cette postérité, c'est sans conteste Jakob Fugger. Banquier de son état, Jakob est l'homme le plus riche du XVIe siècle. C'est à lui qu'on doit un lieu absolument incroyable, construit dès 1516, sans doute l'un des premiers logements sociaux du monde. La Fuggerei, c'est 1,5 hectare hors du temps. Ces HLM de la Renaissance sont toujours debout, inchangés ou presque depuis 500 ans. Ceux qui habitent là sont, comme à l'époque, des Augsbourgeois dans le besoin, ou démunis, comme on dirait aujourd'hui. Ici, le loyer n'a jamais augmenté en 5 siècles. Un seul et unique florin rhénan par an. En euros du XXIe siècle, cela fait 88 centimes par an. Et oui, par an. Les 150 locataires de la cité payent le loyer le plus bas du monde. Le centre-ville n'est qu'à quelques minutes de la Fuggerei. Mon nom est Noël Guabadia, j'ai 22 ans et je suis fier d'habiter à la Fuggerei depuis 4 ans. La Fuggerei a une grande importance pour nous, les Augsbourgeois. C'est une légende vieille de 500 ans. Et c'est vrai que pour le croire, il faut se frotter les yeux. La légende est bien réelle. Alors, qui habite encore ici? Et comment habiter une légende? C'est comme le livre d'enfants qu'on lisait quand on était petit, sauf que maintenant, j'en fais partie. La Fuggerei est un monde à part. Un mur épais la protège du reste de la ville. Et les règles, pourtant érigées au XVIe siècle, sont toujours de rigueur. Les portes, par exemple, ferment à 22 heures. Et quand on dépasse le couvre-feu, il faut s'acquitter d'une amende de 50 centimes auprès du gardien de nuit. Bonsoir. Bonsoir. Dis donc, tu rentres tôt ce soir? Oui, c'est vrai.
La nuit, le quartier se replie sur lui-même. Seuls les habitants et leurs invités sont autorisés à y pénétrer. Quand je rentre le soir, que ces murs m'entourent, je me sens en sécurité, protégé. Je sens que je fais partie d'une histoire vieille de 5 siècles. Les sapins, l'odeur des arbres, la belle couleur des murs, il y a comme une dimension spirituelle. C'est apaisant. On n'a pas ça dans une tour HLM grisâtre. Je n'ai pas eu de structure dans ma vie comme d'autres. Pas de dîner en famille. Je n'ai jamais connu tout ça. Le jeune homme est arrivé ici à 18 ans, avec sa mère et son frère. À 20 ans, quand il est devenu apprenti, on lui a octroyé son propre appartement. Je peux enfin me concentrer sur des choses qui ne me seraient pas venues à l'idée avant, comme mes études ou mon parcours professionnel. Dans chaque foyer, le portrait de Jakob Fugger rappelle aux habitants à qui ils doivent leur toit. Jakob le Riche, comme on l'appelait, développe les affaires de la famille de la Baltique jusqu'à Venise. Également doué en politique, son influence semble sans limite. C'est lui qui finance le premier contingent de la garde suisse du pape. Et c'est grâce à sa fortune que Charles Quint se fait élire empereur du Saint-Empire romain germanique. Cette branche de la famille restera farouchement catholique et s'opposera à la réforme protestante. Je m'appelle Alexander Fugger. Je dirige les affaires de la famille Fugger-Babenhausen. C'est une des 3 branches des Fugger qui existent toujours aujourd'hui. Jakob Fugger a beaucoup voyagé. La Renaissance italienne a eu une grande influence sur lui. Partout dans l'architecture de la Fuggerei se manifeste cette approche humaniste de l'individu. Chaque appartement a sa propre entrée. Chaque sonnette est un peu différente. Nous avons des numéros sur les maisons et les rues sont larges. Ces idées sont très progressistes, surtout si on regarde les logements sociaux d'aujourd'hui. Mais les portes de ce petit paradis ne s'ouvrent pas à tout le monde. La Fuggerei est une fondation privée. L'administration reçoit les candidatures et c'est la famille Fugger qui choisit les habitants. Encore une fois, depuis 500 ans, rien n'a changé. Le fondateur a défini 3 critères pour accéder à la Fuggerei. Premièrement, il faut être citoyen d'Augsbourg. Deuxièmement, il faut être catholique. Et puis, il faut être dans le besoin sans en être responsable. On a donc compris que les protestants que combattait cette branche de la famille Fugger ne sont pas les bienvenus ici. Et en contrepartie d'un toit, les habitants de la Fuggerei doivent faire 3 prières par jour pour le salut de Jakob et celui de sa famille. Il faut faire les 3 prières en une fois. Le Notre Père, l'Ave Maria et le Credo. On le fait sans se poser de questions. Also für die Stifter und Wohltäter der Fuggerei, im Namen des Vaters und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Visiblement, personne ne semble avoir intérêt à remettre en cause cet arrangement. Si un défunt reste au purgatoire, à cause du péché originel ou d'autres formes de péché, c'est important qu'il y ait des gens qui prient pour lui. Les prières l'aident à pouvoir accéder au paradis, selon la croyance médiévale. Qu'a-t-il donc à se reprocher ? Les trafics financiers de la papauté auxquels Fugger participe activement sont déclencheurs de la réforme menée par Martin Luther. Une menace politique pour le banquier et l'élite catholique. Cette branche des Fugger a traversé les siècles sans gros dégâts. Elle possède encore plusieurs châteaux dans la région, dont celui de Babenhausen,
édifiée en 1538 par l'héritier de Jacob. Ils ont fait le choix d'investir notre capital dans des terres et des domaines. C'est la raison pour laquelle nous existons toujours aujourd'hui. Il y avait plusieurs familles de commerçants très influents, même plus influents que nous par moment. Mais ils ont fait faillite parce qu'ils ont pris trop de risques. La fondation qui s'occupe désormais de la Fuggerei s'inscrit dans cette politique d'investissement prudent. Elle gère les vastes forêts achetées en 1680 par les successeurs de Jacob. Sur nos 3200 hectares de forêt, nous réalisons 70% du budget de la Fondation. Cela correspond à une somme entre 750 000 et 1,2 million d'euros. Aujourd'hui, nous récoltons des arbres qui ont été plantés il y a 100 ans. Et évidemment, il faut replanter, pour qu'il y ait quelque chose à récolter dans 100 ans, pour entretenir la Fuggerei. C'est donc grâce à ces arbres que les habitants de la Fuggerei ne payent pas, ou peu, de loyer. L'achat de cette forêt ici en 1680 était un excellent investissement. Cela nous a permis de traverser les siècles et toutes les crises. La Grande Dépression, les guerres mondiales, l'époque de Napoléon, la guerre des 30 ans. Sans la forêt, la Fuggerei n'existerait plus. La forêt apporte un autre petit extra au budget de la Fuggerei, les sapins, vendus chaque hiver aux habitants d'Augsburg. Tout va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, je travaille beaucoup. On peut passer toute sa vie à la Fuggerei. Autrement, si on réussit à voler de ses propres ailes, on la quitte. Je suis actif, j'ai un travail. Certes, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais tant pis. J'ai un emploi, des perspectives et un futur. J'ai réussi à mettre sur pied des choses dont je n'aurais même pas rêvé il y a 5 ans. Je serais content de pouvoir dire un jour, je suis suffisamment stable pour laisser ma place à quelqu'un, qui lui à son tour aura besoin de cette aide. Ce sentiment d'affinité avec les personnes qui m'entourent, dans ce lieu protecteur, je ne vais jamais trouver ça ailleurs. C'est maintenant que je dois conserver ces bons moments dans ma boîte à trésors. La ville d'Augsbourg continue d'ailleurs à aider ceux qui sont dans le besoin régulièrement, au-delà de la Fuggerei, puisque par exemple en 2016, elle a mis 3400 places d'hébergement à disposition des réfugiés. Maintenant, je vous l'ai promis, on va répondre à l'appel de la forêt de Thierry. Thierry, c'est un téléspectateur comme vous. Il a 48 ans, il est originaire d'Alsace. Il a un travail très prenant à Manhattan, à l'ONU. Et il a découvert un endroit méconnu des touristes qui se trouve à 2 heures des gratte-ciel. Un endroit qui a vraiment donné du sens à sa vie. Et moi aussi, j'avais très envie de vous le faire découvrir. Et pour répondre à l'invitation de Thierry, il faut quitter Manhattan. On roule pendant 2 heures, on longe l'Hudson River, des lacs, et puis voilà, le massif des Catskills. C'est là que Thierry nous a invités à passer le week-end. Là, je peux commencer ma journée. Ah, on est bien, on est bien. Ah, là, ce pied, là, c'est l'entrée du paradis. Le soleil est là, on peut démarrer, à faire le plein d'énergie. Quand j'arrive de New York, avec tout mon stress, je descends à ma rivière,
je vais mettre ma face dans l'eau, voilà, je vais me régénérer. Moi, je suis de nature très dynamique, très nerveuse, très agressive dans la vie. Et là, je me repose, je coupe, quoi. Je me réconcilie avec un calme. Et cette eau, moi, elle m'apporte de la plénitude, elle me rassure. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'une rivière, de l'eau qui coule, mais c'est vraiment mon usine à énergie positive, ma batterie, elle me recharge. Les Catskills, il y a une magie, il y a des énergies ici. On a acheté en se disant ça va pas durer, et on se rend compte qu'on tisse des liens avec cet environnement, avec ces arbres, avec cette terre, et on commence à la connaître, et on a l'impression qu'elle commence à nous parler, on a l'impression qu'on commence à échanger, et donc je dis bonjour aux arbres. J'ai eu la chance de grandir dans un petit village de 600 habitants où l'hiver, avec les grands-parents, on allait couper du bois dans la forêt qui allait permettre à toute la famille de se chauffer toute l'année. On ne peut pas tricher avec ses racines. Soit tu pars en vrille, tu te tues la santé, soit à un moment donné tu t'arrêtes et tu te dis voilà qu'est-ce qui est important pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Il faut se poser. Les Catskills me rappellent beaucoup les Vosges en Alsace. Voilà, le point culminant des Catskills, c'est 1200 mètres. Le point culminant, c'est le ballon d'Alsace, il est à 1300 à peu près. On retrouve vraiment plein d'ambiances qui nous rappellent les Vosges. Donc je me sens d'autant bien ici que ça me rappelle les ambiances que j'ai connues tout petit. Le feu, il va m'accompagner toute la journée. Et donc l'idée, c'est toujours qu'en fin de soirée, je rajoute des grosses bûches. Le lendemain, je me réveille, j'ai les braises et le feu repart tout seul. Et puis bien sûr, c'est barbecue, après c'est pour la cuisine, c'est le grill, la viande, le steak. La petite baguette. Il est magnifique ton feu, Thierry. Je travaillais dessus 2 jours. C'est très joli. Même s'il fait -5, -10, on reste dehors jusqu'à minuit, 1h du matin. On finit par un petit Schnaps d'Alsace, un petit Gewürztraminer. Donc c'est les voisins et on se retrouve ici. Voilà, il y a la méditation spirituelle et puis un peu de... On se laisse bien vivre, un peu de vin, un peu de Schnaps, un bon barbecue. Et puis le fait d'être en phase dans la nature, c'est gérant, quoi. Comme quoi, on en revient toujours à ses origines, hein. Si, comme Thierry, en tout cas, vous avez un petit paradis secret que vous voulez le faire partager, écrivez-nous ce 3e voyage. C'est votre invitation personnelle. Vous pouvez nous écrire et nous raconter cet endroit secret sur arte.tv/invitation au voyage. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. C'est passé beaucoup trop vite, je trouve. Alors, je vous promets de vous inviter de nouveau vers de très belles destinations. Désormais, nous avons rendez-vous tous les après-midi ensemble à la même heure. Bis bald et bel après-midi sur Arte.